Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc tout d'abord quelques mots d'introduction. Nous, Chambre d'agriculture, nous avions la volonté en 2020 de vous faire partager ce qui se fait dans les différentes filières agricoles du département du Loir-et-Cher, vous faire partager rentrer en contact avec les opérateurs économiques parce qu'il y a sûrement quelques opportunités à saisir, d'où cette envie, mais ce webinaire lié au contexte sanitaire actuel qui prend une forme très particulière. Forcément, vous constatez comme moi et vous le vivez comme moi en tant qu'agriculteur, énormément de changements sur nos exploitations, la volonté de s'adapter en permanence, la volonté de chercher de nouvelles productions, en tout cas de faire sûrement différemment pour continuer à gagner notre vie. Et donc c'est en compilant et en découvrant des informations sur différentes filières, sur différentes opportunités, qu'on peut peut-être trouver des solutions sur nos exploitations. Et donc là, nous, la Chambre d'agriculture, nous sommes là pour favoriser ça, pour favoriser le dialogue entre vous et les opérateurs économiques, pour vous aider à porter des projets, pour vous aider à structurer des choses, à réfléchir. Donc nous sommes pleinement dans notre rôle de développement agricole et aussi de dynamique territoriale, de création de richesses et de valeur. Donc c'est l'objectif de ces webinaires. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être en physique, donc c'est qu'une étape. Donc je vous invite à rentrer après, en fonction de vos centres d'intérêt, en contact avec nos conseillers, avec les références qui vous seront données, ou tout simplement repasser par l'accueil pour qu'on vous oriente sur les bonnes personnes, mais reprendre contact si vous êtes intéressé, si vous avez été titillé, entre guillemets, ou si vous avez d'autres idées par rapport à ce qui vous a été présenté sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, et nous sommes là pour ça, nous ferons ce qu'il faut pour vous aider, pour vous accompagner. Donc bon webinaire, surtout dans le contexte actuel, portez-vous bien, et que l'agriculture du Loir-et-Cher soit porteuse de projets pour l'avenir. Donc, bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour ce 8e et dernier webinaire des rendez-vous de l'agriculture. Alors, ce soir, nous allons parler de vignes, de vin. On dit souvent que créer un vignoble naît souvent d'une passion et nous allons rencontrer ce soir des vignerons passionnés. Se convertir de la vigne fait rêver de nombreuses personnes. De nouveaux Français souhaitent un jour se reconvertir en vignerons et nous verrons que devenir vigneron demande un engagement important. Alors, important à la fois physique, financier, nécessite des compétences spécifiques. Alors que vous soyez agriculteur en quête de diversification, ou bien un porteur de projet qui souhaite créer un vignoble, ou repreneur d'un domaine, nous allons tenter de répondre à vos questions ce soir. Alors pour nous éclairer, nous avons trois invités. Je laisse la parole à Jean-Christophe Mandard, qui est avant tout vigneron sur la commune de Mareuil. Jean-Christophe, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire et tout d'abord vous remercier de l'intérêt que vous portez à la viticulture. Donc, comme l'a dit Christophe, je me présente. Je m'appelle Jean-Christophe Mandard. Je suis vigneron indépendant à Mareuil-sur-Cher, dans la vallée du Cher, à proximité de Saint-Aignan. Je suis œnologue de formation et j'exploite 26 hectares de vignes en AOC Touraine et Touraine-Chenonceau. Voilà pour la présentation. Alors moi, j'ai fait le choix de devenir vigneron à l'âge de 30 ans, après avoir été cadre dans une entreprise de négoce de vin en région parisienne. Donc j'ai exercé ce métier pendant 6 ans. Et je dirais qu'à l'époque, j'étais dans le même profil de reconversion ou de création que vous. Par contre, la différence se situait certainement dans le fait que j'ai repris le domaine familial en toute connaissance de cause, de ce qu'était le métier de vigneron et de ce qui m'attendait. Et je dirais que toute reconversion en tant que vigneron, comme ça a été dit précédemment, exige une passion pour le métier. Ça, c'est indéniable. Et surtout pour le produit, qui est une source incroyable de satisfaction et de partage. Mais avant de parvenir au produit fini, il faut quand même avoir conscience du long chemin pour y parvenir. Et je vais reprendre quelques points de la création du vignoble jusqu'à la production. Si on parle de création de vignoble, il faut prévoir un délai de 3-4 ans à partir de la décision de se lancer. Si c'est une reprise de domaine, le délai est plus court, mais l'investissement sera certainement plus important. Deuxième point, il est indispensable d'avoir des bases solides de connaissances techniques, tant à la vigne qu'au chai.
si vous envisagez si vous envisagez de vinifier. Et malgré cela, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas au départ quand on crée un vignoble ou qu'on s'installe, c'est le terroir, qui est l'alchimie du sol et de l'environnement climatique. Et c'est cette notion de terroir qui va amplifier la qualité de votre produit. Souvenez-vous bien qu'on ne plante pas de la vigne n'importe où si on est dans un objectif de qualité. Et vous serez les garants de la qualité du produit que vous vendrez. Troisième point, pour une création de vignoble, il faut passer aussi par des aspects administratifs et réglementaires incontournables. Mais je pense que si vous êtes déjà agriculteur, pour certains, vous savez un petit peu ce que c'est. Nous sommes en contact régulièrement avec les douanes, l'INAO, France Agrimaire et bien d'autres. Quatrième point, si vous créez un vignoble dans une région non viticole, assurez-vous d'avoir des partenaires techniques et fournisseurs qui ne soient pas trop distants parce que ça peut vite devenir un peu galère quand vous aurez besoin de quelque chose. Un autre point qui est à prendre en considération, qui est un facteur limitant en viticulture, c'est l'aspect main-d'œuvre. En effet, trouver de la main-d'œuvre qualifiée est une vraie prouesse, d'autant plus que la culture de la vigne nécessite beaucoup de travaux qui sont non mécanisables ou partiellement mécanisables. Et je prendrai un seul exemple, qui est la taille d'un hectare de vigne étroite dans notre région, par exemple, où on a une densité de 6500 pieds, qui nécessite pratiquement une centaine d'heures de travail en hiver. Donc, c'est un facteur très important à considérer. Sachez bien que ça ne sera pas la chose la plus facile. Et puis après, suivant le mode cultural que vous adopterez, il y aura nécessité éventuellement d'avoir des tractoristes pour réaliser ces façons. Un conseil pour l'avoir vécu dans mon périmètre, il faut éviter tout pilotage à distance de votre vignoble. Un vignoble se gère en étant sur place, surtout si vous êtes dans une nouvelle activité. Et dans ma région, pratiquement tous les projets qui étaient pilotés à distance ont échoué. Renseignez-vous aussi, c'est un aspect très important, sur les aspects climatiques de la région où vous implantez le vignoble, notamment par rapport à tout ce qui est risque de gel, grêle, sécheresse, et puis vous n'êtes pas sans savoir que nous subissons actuellement un dérèglement climatique. Car il ne faut pas oublier que pour vendre, il faut avant tout produire. Je dirais que ça peut paraître banal à dire, mais ça va toujours mieux quand on le dit. Un autre aspect important auquel il faut réfléchir avant d'implanter un vignoble, c'est l'aspect commercial. À qui vais-je vendre mon produit? Quel profil de vin je vais faire? Du blanc, du rouge, des bulles? Sous quelle forme? En raisin, en jus, en vin? Et si c'est du vin, est-ce que je le vends en vrac au négoce? Est-ce que je le vends en bouteille? Est-ce que je le vends en bib? Et une chose qu'il faut prendre en considération, est-ce que j'ai la maîtrise du prix de vente? Ça, c'est aujourd'hui primordial parce qu'on se rend compte dans beaucoup de régions que quand vous dépendez du négoce, eh bien, vous ne maîtrisez pas votre prix de vente, donc vous ne maîtrisez pas votre revenu. Et ça, voilà, ça peut vite devenir un problème. Est-ce que je fais de la vente directe? Alors ça, c'est certainement le moyen de mieux valoriser votre produit. Par contre, une clientèle en vente directe se développe sur le moyen, voire le long terme. Ou bien est-ce que je m'en remets au négoce? Et dans ce cas-là, est-ce que je dois souscrire des contrats pluriannuels qui me garantissent la vente du produit, mais pas le prix? Et est-ce que mon niveau de rendement est compatible avec mon prix de vente? Ça, ce sont plein de petites choses qui sont mis bout à bout, sont très importantes sur le résultat de votre projet. Et pour conclure cette introduction, j'ai envie de vous dire que le métier de vigneron est un emploi à plein temps, voire plus, parce que si vous faites de la vente week-end, de la vente directe, vous serez bien occupé le week-end. Il y a peu de temps de répit. Donc, je vous invite à bien vous poser tous les paramètres, bien analyser vos forces et vos faiblesses par rapport à votre projet, ainsi que les opportunités et les menaces, car c'est une décision engageante. Il y a un phénomène que je n'ai pas abordé, mais qui est aussi important, c'est l'aspect physique. Il faut être en forme physiquement pour être vigneron. Et puis, je dirais qu'il faut être en forme financièrement quand on se lance dans ce genre de projet pour l'avenir. Et puis, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est le contexte familial. Si vous vous engagez à deux, en couple, seul,
parce que si vous faites de la vente directe, vous verrez que la vie privée peut être un peu chahutée par les salons, par le fait de recevoir des clients un peu tout le temps. Voilà, donc ça, c'était l'introduction que je voulais vous faire avant que Michel et Christophe abordent vraiment les sujets plus techniques pour devenir vigneron. Merci Jean-Christophe pour cette introduction. Avant de continuer avec Michel Badier et Dominique Vallée, Hélène, est-ce qu'il y a au niveau technique des soucis ou est-ce que tout est bon? Parce que je vois dans le chat un certain nombre de personnes qui ont des petits soucis de connexion. D'autres retours par le chat. J'ai un participant qui, a priori, a réglé son problème de son. On a fait de l'assistance à distance, donc tout va bien. Merci. Voilà. C'était l'introduction pour ceux qui ne pouvaient pas entendre de la part de M. Mandar, mais que vous pourrez redécouvrir en ligne sur le site internet à partir de demain, probablement. Merci. Je vous laisse continuer, messieurs. Merci. Donc, le webinaire va se passer en 2 temps. Une présentation de Michel Badier qui vous donnera donc les clés d'une réussite d'un vignoble. Et on va voir un témoignage de Dominique Vallée, néo-vigneron. Alors, je vais vous demander, Monsieur Vallée, de vous présenter en quelques mots, puisque vous allez plutôt en deuxième phase de cet entretien. Monsieur Vallée, c'est ouais. Oui, bonjour à tous. Je suis Dominique Vallée. En fait, je suis céréalier. Je fais du blé, des betteraves et du colza dans l'Essonne, sud-ouest de l'Essonne, en limite des Yvelines et de l'Eure-et-Loire. Et puis, je cherchais à me diversifier depuis quelques temps. On ne savait pas. Et puis, la viticulture me plaisait quand même. J'aimais bien cette ambiance-là. Étant propriétaire de parcelles et tout, c'était plus facile parce que la base, on l'avait. Donc, on a fait mûrir le projet. Je suis avec mon fils qui est encore aux études et qui est en 5e année à Angers, en fait. Et puis, on a fait mûrir ça. Et après, grâce à la Chambre d'agriculture, en fait, qui avait provoqué une formation. Et donc, on a approfondi un peu tout ce projet-là. Et puis après, on s'est lancé, quoi. On s'est dit que, si vous voulez, on avait sur la formation, on était un groupe assez important, même très important. Et puis, ça s'est effrité au fur et à mesure. Et on est resté 6 personnes. Et 6 personnes, pas trop loin l'un des autres. Ce qui fait qu'on travaille ensemble. Enfin, on va travailler ensemble. On a planté là. Et pour la réussite de tout ça, je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs, quoi. OK. Merci, Monsieur Vallée, pour cette introduction. On reviendra sur votre exemple. Je laisse la parole à Michel Badier. Donc, Michel, tu te présentes en quelques mots et puis on va commencer le… Donc, Michel Badier, je suis chargé de mission à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, donc spécialiste en viticulture, donc quelques années d'expérience. Voilà, donc ce que je me propose, c'est vous présenter un certain nombre de réflexions. Il n'y a aucune clé, aucune solution dans ma présentation. C'est plus vous renvoyer un certain nombre de questions que vous allez devoir vous poser par rapport à la réalisation du projet et vous renvoyer un certain nombre d'éléments de façon à se dire, voilà, ça peut être un beau projet, mais ça peut être un projet quand même qui est un peu périlleux par rapport à toutes les démarches et toutes les questions qu'on doit se poser parce qu'on est sur une culture pérenne. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments à construire. Et Jean-Christophe, tout à l'heure, vous a déjà planté le décor sur un certain nombre de questions à se poser. Et là, ce que je me propose, c'est durant 20 minutes, une demi-heure, de passer passer très rapidement, très en revue ces éléments-là, de façon à mettre en évidence un certain nombre d'éléments que vous aurez à prendre en compte en tant que tel. Donc,
premier élément, donc, devenir vigneron et créer un vignoble, donc, c'est, vous allez voir, durant toute ma présentation, c'est vraiment une multitude de questions et à laquelle vous aurez à apporter des réponses de façon à avancer étape par étape. Alors, par rapport à devenir vigneron, la grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous voulez le faire? Est-ce que c'est simplement pour le plaisir du vin? Est-ce que c'est pour partager une passion avec des amis? Parce que voilà, on peut très bien planter 10 arts de vigne ou 10 hectares de vigne, donc ce n'est pas du tout le même projet. Est-ce que c'est se souvenir d'une autre époque, se dire bah, mon père, mon grand-père faisait de la vigne à une certaine époque et je voudrais bien refaire qu'il faisait par le passé? Ou c'est vraiment créer et développer une entreprise en tant que telle? Et puis, ou est-ce que c'est vraiment en faire un vrai business à part entière? Et voilà. Donc, voilà, c'est vraiment se poser la question pourquoi je vais le faire. Et c'est vrai que fonction de la réponse à laquelle vous apporterez, ça dimensionnera le projet en tant que tel et le niveau des questions derrière ou des réponses que vous aurez apportées ne seront pas forcément les mêmes. Un exercice qu'on vous propose de faire ou à faire dans les prochains jours ou les prochaines semaines, c'est de prendre une feuille blanche et puis d'écrire ou d'écrire sa motivation en 10 points. Et puis, le faire une fois que ma présentation sera faite ou le faire à tête reposée dans 8 jours, dans 15 jours, de façon à bien écrire voilà, pourquoi j'envisage de le faire et comment je vais le faire. Alors, le premier élément, c'est la commercialisation qui est vraiment la clé de voûte du projet. Et oui, là, c'est quel produit j'envisage de faire? Est-ce que c'est du jus de raisin? Est-ce que c'est de la production de raisin en tant que tel? Est-ce que c'est de la production de mou? Ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est du vin? Donc, c'est quand même des éléments très importants. Et après, Jean-Christophe l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, c'est pour quel marché? Est-ce que c'est pour faire de la vente négoce? Est-ce que c'est pour m'installer en cas particulière, c'est-à-dire produire moi-même, vinifier et commercialiser derrière? Est-ce que c'est pour, avec un objectif de faire de l'export? Voilà. Ou est-ce que c'est pour faire de la bouteille? Donc, c'est tout un tas de questions autour de quel marché que vous allez devoir répondre. Pourquoi je vais le faire? Et comme l'a dit Jean-Christophe tout à l'heure, la commercialisation, c'est vraiment la clé de voûte du projet. C'est-à-dire, voilà, il faut vraiment se poser les questions autour de pourquoi je vais le faire et vraiment vers quel marché j'envisage de le faire. Alors, donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde un ensemble de questions techniques. Alors, je vais les passer très, très rapidement en revue parce que d'habitude, on fait une formation, comme l'a expliqué Dominique Vallée tout à l'heure, on fait une formation donc, qui dure sur pratiquement une journée ou une journée et demie. Et là, on va le balayer en 20 minutes. Donc, ça va être que vraiment un survol ou des questions sur lesquelles vous aurez à apporter des réponses. Le premier élément, donc, c'est plantation. Alors, je ne sais pas comment on peut ôter plantation de la vigne. Donc, voilà, une plantation de vigne, c'est quoi? Donc, c'est forcément l'établissement d'une nouvelle parcelle qui rentrera en production en troisième ou quatrième année. C'est-à-dire que voilà, le jour où je vais décider de planter ou je vais implanter ma première souche, ma première production, elle n'arrivera que 3 ans, voire 4 ans après. Donc, c'est vraiment, on est sur une culture pérenne et le fruit du travail qu'on va enclencher, on verra que 3 ans ou 4 ans après. Après, dans le pourquoi, c'est soit on veut faire du renouvellement de parcelle, soit de la création d'un vignoble, soit de la création d'une parcelle en tant que telle. Voilà. Et puis simplement un indicateur économique, et ça je vais en dérouler tout le long de ma présentation. La création d'un vignoble, c'est un investissement à part entière. Donc, vous verrez tout à l'heure, on fait souvent référence à un document qu'on édite qui s'appelle le référentiel économique du vigneron. Et la plantation d'une vigne, voilà, c'est autour des 25 à 30 000 euros de l'hectare. Donc, ce n'est pas de l'or quand même. Donc, c'est quand même un lourd investissement. Donc, il faut bien savoir pourquoi on le fait. Deuxième élément, donc, c'est quel cépage? Est-ce que je veux planter du blanc, du rouge? Alors là, j'ai mis sur le ton de la plaisanterie attention aux effets de mode. C'est vrai que
On a souvent le réflexe de se dire je vais faire un petit peu comme les vignobles qui fonctionnent bien aujourd'hui, avec des cépages qui sont à la mode, style le Pinot Noir, le Chardonnay, le Sauvignon. Donc voilà, faut bien réfléchir sur les cépages qu'on va implanter, donc blanc, rouge. Simplement un plan de vigne, un petit rappel économique, donc c'est 1,35 € du plan. Alors, comme vous aurez le diaporama et l'enregistrement qui sera sur notre site, il y a un site qui s'appelle Plantagraphe, donc qui est fait par nos collègues de l'IFV, sur lequel il y a l'ensemble des cépages cultivés en France, les vinifera, et vous avez toutes les caractéristiques techniques donc sur ce site. Ça vous permet de bien mesurer les différentes différences qu'il peut y avoir entre les cépages et autres. Et puis, il y a une nouvelle tendance à l'heure actuelle, c'est avec les cépages résistants, donc, qui sont apparus depuis 2-3 ans. Et ça laisse de nouvelles perspectives parce que ça permet de se dire, voilà, je fais moins d'interventions éventuellement en termes de protection phyto sur ces cépages. Sachant que ces plans-là, forcément, coûtent légèrement plus cher. Un autre élément, c'est la densité de plantation. Donc, pour vous, ça peut paraître un détail, mais ce simple problème de densité de plantation va dimensionner votre projet. Donc, soit on est sur des densités faibles, soit on est sur des densités élevées. Donc, densité faible, c'est-à-dire c'est du 3000 ou 4000 souches par hectare. Densité élevée, c'est du 5500, 6000, 7000 souches hectares. Et vous allez voir tout de suite, par la suite, je dirais simplement ce choix ou dans l'itinéraire technique, ça va générer forcément des coûts, des surcoûts potentiels. Voilà, donc c'est pour ça que je reprécisais, est-ce que c'est 4000, 5000, 6000 souches par hectare. Et il faut un point de vigilance, et je pense que Jean-Christophe l'a évoqué tout à l'heure, donc faire attention toujours de la valorisation par rapport au choix qu'on va déterminer. En clair, c'est pas faire du prêt-à-porter pour le vendre en haute couture. Vraiment, le choix, c'est de dire est-ce que je fais du prêt-à-porter ou est-ce que je fais de la haute couture, notamment par rapport à la valorisation qui va en découler et les conséquences indirectes, notamment sur le choix du matériel. Et justement, on y vient tout de suite. Donc, on parlait de densité élevée. Donc, si c'est forcément densité élevée, c'est forcément avec un tracteur enjambeur. Donc, voilà. Ou un tracteur interligne. Un tracteur enjambeur neuf, donc ne retenez pas la valeur en valeur absolue, disons, mais voilà, simplement un rappel de ratio. Un enjambeur neuf, c'est 100 000 €. Un tracteur interligne, c'est 40 000 €. Et simplement, vous voyez l'incidence du choix à la base par rapport à une densité de plantation, forcément, ça joue sur le nombre de souches par hectare, mais forcément, ça a des incidences directes ou indirectes par rapport au matériel qui va derrière. Ou il y a une autre option, donc c'est le cheval éventuellement, donc qui peut être une autre alternative. Voilà, donc bien se poser la question de comment je le fais, est-ce que c'est pour faire du prêt-à-porter ou de la haute couture. Autre élément, donc le mode de conduite. Donc vous verrez quand vous aurez à réfléchir sur vos itinéraires techniques plantation. Est-ce que je fais des vignes palissées? Donc, ça, c'est relativement rationnel et on maîtrise bien. Ou est-ce que c'est des vignes palissées droit ou en lyre? Donc, voilà, il y a, comme sur la photo ici, donc il y a des effets indirects qui peuvent être intéressants, mais voilà, c'est comme sur la photo, donc il y a forcément en double les pieux, il y a en double le temps de main-d'œuvre, donc voilà. Attention aux dérives techniques parfois, donc des techniques relativement coûteuses. Ou est-ce que je vais carrément sur des vignes non palissées, comme on peut voir dans le Midi? Et les cépages que je vous ai cités tout à l'heure, quand on parlait du Pinot Noir, du Chardonnay, du Sauvignon, ce n'est pas forcément adapté ces styles de techniques de palissage, donc attention. Et puis, il y a des nouvelles techniques qui apparaissent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les paillerages de précision. Là, c'est vraiment sur des itinéraires totalement optimisés, c'est-à-dire que là, on limite au maximum les interventions manuelles. Là, ça commence à se développer sur des vignobles
entre guillemets industriel. Donc, voilà, ça peut être aussi un choix à part entière en tant que tel. Autre élément, donc je ne vois pas mon titre. Hein. Adaptation climatique. Adaptation climatique. Donc ça, c'est donc pour les des viticulteurs ou des néo-viticulteurs qui voudraient s'installer dans des zones traditionnelles. Donc là, ça ne posera pas de problème majeur. Mais dès qu'on va vouloir implanter des vignobles dans d'autres régions où il n'y a pas une tradition viticole, c'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Et lorsqu'on avait rencontré Dominique à la base, c'est des choses qu'on avait évoquées avec eux. Donc, voilà, donc de façon à avoir impérativement ce qu'on appelle les indicateurs climatiques ou agroclimatiques, style indice de Winkler. Donc, c'est somme de température base 10. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis notamment savoir si dans les zones où je veux implanter mon vignoble, il y a des risques de gel au printemps ou voire des gels d'hiver. Voilà l'indice de Winkler, donc je reviendrai tout à l'heure. Et puis dans tous les départements, maintenant, il y a des études qu'on appelle le Climat 21, donc, qui ont été initiées par le réseau Chambre, où on a toutes ces références sur les indices, des indicateurs climatiques et agroclimatiques qui peuvent permettre de savoir si mes cépages sont bien adaptés à mon environnement ou à ma situation pédoclimatique. Là, je crois que je vais faire un zoom sur, justement sur l'indice de Winkler. Là, simplement un schéma pour vous représenter qu'on a gagné 3 semaines en 30 ans par rapport à tous les stades, que ce soit débourrement, floraison ou maturité. Alors, maturité, c'est très intéressant d'avoir gagné 30 jours parce que c'est-à-dire qu'on vendange plus tôt. Mais ça veut dire aussi, si on vendange plus tôt, c'est que notre vigne a démarré beaucoup plus tôt en saison. Donc, si elle a démarré beaucoup plus tôt en saison, c'est-à-dire habituellement, c'était au 15-20 avril. Si elle démarre à fin mars, c'est-à-dire qu'on se trouve dans des risques de potentiel de gel qui sont beaucoup plus importants. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faudra tenir compte si vous voulez implanter des vignobles dans des zones non traditionnelles où on n'a pas de référence climatique ou pédoclimatique, parce que voilà, c'est des choses qu'il faudra forcément intégrer en tant que telles. Autre élément, gestion des risques climatiques. Tout à l'heure, Jean-Christophe a parlé du gel, de la grêle, du stress hydrique, qui est quand même une autre dimension qu'on découvre depuis 4-5 ans avec ces périodes de canicule. Avant, on en avait une période de canicule, maintenant on en a 3. Et c'est des périodes qui durent 8-10 jours, voire plus. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut forcément intégrer. Donc, forcément, ça a des incidences dans le choix de la parcelle en tant que telle. Et ça vaut le coup de faire un peu d'une recherche historique sur les risques climatiques liés notamment à tous ces risques d'aléas. Et puis, on s'aperçoit, et ça Jean-Christophe me le confirmerait facilement, dans des vignobles traditionnels, souvent on prend comme référence une perte de récolte tous les 10 ans. Donc, un petit peu de gel une année, un peu de grêle une autre année, du stress hydrique. Et quand on fait le cumul des déclarations de récolte sur 10 ans, on s'aperçoit qu'on peut perdre en définitive une récolte minimum tous les 10 ans. Donc, c'est des choses qu'il faudra intégrer dans votre réflexion parce que c'est une réalité. Le suivi technique, Jean-Christophe l'a évoqué tout à l'heure, donc voilà, donc faut vraiment vous entourer d'un réseau technique, que ce soit, il y a évidemment le réseau Chambre, mais voilà, il peut y avoir nos collègues distributeurs qui peuvent aussi assurer ce style de prestation. Voilà, et puis essayer d'éviter d'avoir des démarches seules. Donc, je pense que c'est Dominique qui l'évoquait tout à l'heure. Dans leur projet, ils sont à 6 et c'est vrai que quand on est à 6, on se sent moins seul. Et quand il faut prendre une décision, je dirais, au moins on la partage en tant que tel. Et puis, ça permet de faire de la veille technique et de la veille réglementaire, parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de démarches administratives à faire pour tout ça. Ça veut dire qu'il faut impérativement s'entourer de compétences techniques autour de soi de façon à ne pas être seul au milieu de ses vignes et se retrouver tout seul à prendre des décisions sans avoir cet appui technique
qui est relativement important. Une question qu'il faudra se poser, c'est les éco-certifications. C'est des choses qui sont très demandées aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de démarches, hein, que ce soit des démarches style Terravitis, HVE, ça, vous en avez tous entendu parler. Bio, ça, on ne présente pas la démarche. Hein, donc, est-ce que je vais dans ces démarches-là dès le démarrage ou pas? En sachant que c'est vraiment une attente sociétale forte aujourd'hui. Et je dirais, si on démarre sur ce style de projet, forcément intégrer ces dimensions-là dans le projet en tant que tel, parce que forcément, produire du raisin pour produire du raisin ou du vin pour produire du vin, ce n'est pas forcément la voie. Il faut forcément qu'on intègre aussi une dimension notamment liée aux attentes sociétales et le bio, HVE ou thérapeutique peuvent répondre à ces exigences-là. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, donc l'approche main-d'œuvre, donc c'est quand même un point relativement important. La main-d'œuvre, vous voyez, ça représente 40% du coût de production à la vigne, hein, donc c'est quasiment 200 heures hectares. On compte simplement 100 heures sur la taille et le tirage de bois, donc c'est quand même relativement consommateur de chronophage ou consommateur de main-d'œuvre. Sur la partie vinif, ça représente 19% du coût de production. Voilà, on considère que pour faire uniquement de la production de raisin, il faut à peu près un ETP pour 10 hectares de vignes. Et si on allait sur des systèmes avec de la vente directe, voilà, on diminue le nombre d'hectares pour un ETP. Donc, si on était vraiment sur 100% de vente directe, c'est plus près de 5 hectares ou 6 hectares pour un ETP en tant que tel. Autre élément, donc sur global, sur les coûts de production que nous on calcule, voilà, on est à autour des 27% du coût de production total d'une bouteille ou d'un litre de vin. Et si on intègre la commercialisation, on passe de 27 à 37%, donc ce qui est quand même relativement considérable. Et puis, je pense que Jean-Christophe l'a évoqué tout à l'heure, donc la main-d'œuvre, c'est relativement important à prendre en compte. Et c'est vrai que soit on est sur de la ressource interne, est-ce qu'elle est disponible à toutes les périodes de l'année? Donc, où est-ce qu'il faut passer par du recrutement? C'est vrai que passer par du recrutement, c'est relativement compliqué aujourd'hui de trouver du personnel formé en tant que tel, sachant qu'on travaille dehors, donc c'est d'autant plus contraignant ou de mobiliser du personnel sur ce style d'opération. Autre élément, l'approche réglementaire. Donc là, je vais me faire des amis. Donc, il y a forcément dans notre environnement les douanes, donc vous aurez affaire à eux, FranceAgriMer, les ODG, donc c'est les syndicats viticoles donc, auxquels on doit appartenir. Il y a l'INAO, donc qui protège les appellations et c'est un organisme incontournable aujourd'hui. Il y a les interpros, si elles existent. Il y a la répression des fraudes. Il y a la directe pour la problématique emploi. Il y a la DDT. Et il y a les OI, donc les organismes certificateurs, donc que ce soit notamment sur les éco-certifications ou pour les EDG si vous êtes dans des appellations de l'IGP, peu importe. Et puis, évidemment, il y a la Chambre d'agriculture qui est là pour vous accompagner dans vos projets. Le point important, c'est les autorisations de plantation. Donc là, on rentre déjà dans un carcan qui est quand même assez complexe, et je pense que Dominique y reviendra tout à l'heure. Donc, il faut forcément faire des démarches via FranceAgriMer et Vitiplantation. Donc, voilà, c'est savoir si je rentre dans ce schéma-là ou pas, savoir si je veux planter en AOP ou en AOC, en IGP ou en VSIG. Alors, IGP, c'est identification géographique protégée et VSIG, c'est vin de France. Voilà, et savoir la surface que je suis capable d'obtenir et puis dans quel délai je suis capable d'obtenir ces éléments-là.
Voilà, donc c'est-à-dire que vous allez voir tout de suite que j'ai intérêt à prendre mon agenda tout de suite pour prendre rang de façon à se dire je ne peux pas forcément planter, aujourd'hui on est le 26 novembre, je ne vais pas pouvoir planter le 27 novembre parce que c'est des démarches qui sont relativement longues. Et il y a forcément le service des douanes. Et dès que vous allez avoir un projet qui est supérieur à 10 arts de vigne, donc il faudra forcément que vous ayez un statut de récoltant pour avoir un numéro de CDI et forcément avoir un numéro de SIRET pour pouvoir faire la démarche vis-à-vis de France Agrimaire et de Vitiplantation. Si on plante moins de 10 arts de vigne, donc ce n'est qu'une déclaration de plantation sur Prodouane, ça c'est relativement simple. Mais dès que vous allez être supérieur à 10 arts de vigne, donc là vous rentrez dans le schéma traditionnel. Donc, simplement, en termes de rappel, pour bien rythmer ou donner le timing, Vitiplantation, donc c'est un site sur lequel on fait les demandes d'autorisation de plantation. Donc, il est ouvert durant une période relativement courte, donc sur 2 mois, donc 15 mars, 15 mai. Après, savoir si votre demande est acceptée ou pas. Donc, ça, vous le saurez au mois de juillet 2021. Pour des plantations 2022. C'est-à-dire que, vous voyez, vous n'avez que 2 mois pour réfléchir, pour réussir à planter en 2022. Donc, et si vous passez le délai du 15 mai, je dirais ça décalera d'1 an votre projet de plantation. Donc, là, on est déjà 2022. Si on est on se réveille le 16 mai, ça sera forcément des plantations 2023. Donc, voilà, il faut vraiment se mettre en mode projet pour intégrer ces dimensions-là. Approche économique, donc simplement quelques indicateurs pour resituer un peu le projet. Donc, plantation, on l'a vu tout à l'heure, autour des 25 à 30 000 euros de l'hectare. Donc, entre 25 et 30 000, tout variera en fonction de la densité de plantation telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Et retenez 28 000 euros. Coût de production à la vigne, donc on est autour des 8 500 à 9 000 euros de l'hectare. Donc, production à la vigne, on est bien d'accord, on ne parle pas de vinification. Si on est sur un schéma bio, on passe de 8 500 à 9 500 euros de l'hectare. Parce que je dirais, il y a plus de main-d'œuvre, il y a plus de temps à passer dans les vignes, notamment avec le travail du sol. Donc voilà, donc ça, forcément, ça génère des coûts de production plus élevés. Le coût de vinification, nous, on retient dans notre référentiel, on retient autour des 38 centimes du litre. Donc, le référentiel comique du vigneron, c'est un document qu'on pourra vous mettre à disposition en tant que tel, rapidement, qui reprend un certain nombre d'éléments économiques, que ce soit coût de production à la plantation, coût de production à la vigne, coût de vinification, coût de conditionnement, les temps de main-d'œuvre, les coûts de commercialisation, la création de valeur. Donc voilà, comme ça, avec ce document-là, vous pourrez être armé, je dirais, pour avoir un certain nombre de références économiques et puis un certain nombre d'indicateurs du style, on parlait de protection au gibier tout à l'heure ou en préalable. Voilà, comme ça, vous aurez cet indicateur-là. Celui-là qui veut créer un bâtiment, je dirais, vous retrouverez les éléments dans ce document-là. Donc, c'est une Bible, mais c'est une base de référence qui est relativement intéressante et importante en tant que telle. Et je réinsiste sur cette phase-là, c'est une fois que j'ai présenté ces éléments techniques très rapidement, c'est vraiment du survol, et vraiment s'obliger à faire cet exercice-là, c'est reprendre une feuille blanche et puis on prend son stylo et puis on essaie d'écrire sa motivation en 10 points et puis pourquoi, comment je vais le faire. Voilà pour ma partie. Donc, on verra tout à l'heure par rapport aux questions qui pourront ressortir de ça. Je vais repasser la parole à Christophe. Merci Michel pour cette présentation. Donc, on va passer. Je n'entends plus rien du tout. Christophe, on ne t'entend pas.
Ton micro est coupé. Ton micro est coupé, Christophe. Christophe, il faut que tu rallumes ton micro. J'ai coupé celui de Michel. Ah, merci. Merci. Par contre, j'ai un retour. Non, il faudrait mieux réactiver mon micro et couper celui de Christophe. Ouais. Vous m'entendez? Voilà, tu peux y aller. D'accord. Mais on ne verra pas Christophe, il faut que tu prennes la place de Michel. Ou tu tournes l'ordinateur. Voilà, donc théoriquement, c'est bon. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Vallée, c'est votre motivation. Je rappelle, vous êtes céréalier, vous cultivez 270 hectares, vous avez planté vos 2 premiers hectares de vignes il y a 2 ans. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre motivation. Qu'est-ce qui vous a amené à créer un vignoble en Île-de-France? Bah, comme je vous disais, je voulais me diversifier. Aujourd'hui, c'est vrai que la grande culture, avec les vagues de chaleur qu'on a, et puis donc c'est dans les terres un peu plus légères, il fallait que je trouve une diversification. Puis la vigne, c'est quelque chose qui m'attachait un petit peu. C'est vrai que j'y pensais depuis longtemps. Et puis là, grâce au Crédit Agricole d'Île-de-France, à cette formation, mon fils aussi qui s'est intéressé, parce que c'est quand même sur une longue échéance, ça m'a fait un déclic, et puis on est parti dans cette diversification. Comment se complète l'activité viticole et l'activité céréalière en termes d'organisation de chantier? Aujourd'hui, ça se complète bien, puisque la moisson, nous, comme on vient de planter, si vous voulez, on n'a pas le travail du sol, parce qu'on s'est engagé à faire zéro herbicide. On fait que du travail du sol. Donc aujourd'hui, il y a du travail, certes, mais ça se conjugue bien entre les grosses périodes de travail dans les parcelles et puis la viticulture. Après, quand il va y avoir les vendanges, là, ça va être autre chose, parce qu'on va être dans la récolte de betteraves et des semis-de-blé. À l'heure actuelle, ça se passe très très bien. Justement, c'est un complément des fois pour nos ouvriers. Enfin, moi, j'ai un ouvrier agricole. C'est un complément au sein de l'exploitation qui valorise mon ouvrier, quoi. Ok. Au niveau des choix techniques, Michel a parlé de choix de cépage, de densité, de plantation. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Alors, nous, ce qu'on avait mis en œuvre, on a écouté, bien sûr, M. Michel Badier, on écoutait un peu tout le monde. On a fait des fosses jusqu'à la roche, on a fait plusieurs fosses avec des mini-pelles. On a fait venir un pépiniériste pour savoir quel cépage on allait mettre, et puis quel porte-greffe, et puis on a travaillé aussi en collaboration avec notre acheteur, parce que comme disait M. Mandar, là, la chose qui est quand même très importante, c'est d'avoir un acheteur avec un prix sur plusieurs années. Donc, le cépage, on l'a fait aussi, la répartition des nombres de pieds, on l'a fait en fonction de notre acheteur aussi. Donc, on était… Oui, pardon. Donc, on était conseillé, on écoutait un peu tout le monde, et on a fait un mix de tout ça. Aujourd'hui, sur mes nous, on a planté à 5500 pieds. Pareil, c'est notre acheteur qui nous conseillait ça. Donc là, j'ai fait 5500 pieds de chardonnay, 5000 pieds de pinot noir et 500 pieds de merlot. Et porte-greffe, moi en l'occurrence, je suis en SO4, et j'ai mes collègues avec qui on travaille. Il y en a qui sont en fer-cal, parce que
et pour le calcaire. Et puis après, on a planté à 2 mètres de large par conseil d'une CUMA, parce qu'on a formé une CUMA pour tout le matériel. Hein. Donc, en fait, on est à l'écoute un peu de tout le monde parce qu'on part d'une page blanche. Bon, ce qui est travail du sol, tout ce qui est agronomie, on sait faire quand même, hein, on a l'habitude. Après, le restant, on y va à tâtons. C'est pour ça que on écoute. Heureusement que M. Badier, il est venu voir nos. Et puis, on va avoir des formations pour la taille et tout ça, quoi. On a parlé beaucoup des vignes. En termes de débouché commercial, comment se passe, comment seront valorisés vos produits et auprès de qui? Alors, on a contractualisé de la vente de raisins sortis de champ. Enfin, après le transport, après vérification dans notre parcelle, pesée et sortie de champ. Et on a fait un contrat sur plusieurs années avec la vinerie parisienne qui a planté, qui a une vingtaine d'hectares maintenant aujourd'hui sur la plaine de Versailles. Et donc, on leur fait 100% confiance, quoi. Donc, voilà. Alors, une question qui, voilà, entre collègues cet après-midi, qui était de est-ce qu'il n'était pas plus facile d'acheter un domaine viticole, allez, dans le Loir-et-Cher, que de planter des vignes à Dourdan? Non, je pense pas. Je pense que là, nous, en Ile-de-France, Madame Pécresse a fait une politique de la consommation locale. Et je pense que de la consommation locale, on a la chance d'être en Ile-de-France. Donc, d'avoir cette étiquette-là, je pense que c'est vachement important. Et pour toucher, vendre du vin sur Paris en consommation locale, du vin proche de Paris, je pense que ça va faire une bonne valeur ajoutée à notre produit. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des projets d'installation ou de diversification. Si vous aviez quelques recommandations, là vous êtes en phase de la première étape de mise en place d'un vignoble, recommandations sur des choix techniques, soit en termes d'organisation? Choix techniques, là aujourd'hui, si vous voulez, on s'appuie beaucoup sur les chambres d'agriculture. Nous, c'est la chambre d'agriculture d'Île-de-France où il y a une personne qui a été mise en place. Après, les personnes les plus proches, c'est vous, quoi. C'est quand même le Loir-et-Cher, donc avec M. Badier. Je vous dis en technique, en maladie, nous en céréales, on sait quand il y a de la maladie qu'il faut faire attention. Là, l'autre fois, M. Badier, il est venu, il y avait un peu de mildiou et il nous disait, il ne faut pas s'affoler. Nous, je sais qu'en céréales, ce qu'il faudrait que la Chambre fasse, c'est sûr des outils d'aide à la décision pour notre région, parce que par rapport à la pluviométrie et tout ça, il faut qu'on soit à même de mener notre récolte avec la meilleure qualité possible qu'il puisse y avoir. Comment vous voyez le développement de votre entreprise? Est-ce que l'objectif, c'est de rester à 2-3 hectares de vignes ou est-ce qu'il est prévu un plan de développement plus important? À 5 ans, 10 ans, comment vous voyez votre entreprise? Aujourd'hui, déjà, on a créé un groupe de 6 personnes. Donc, on se rencontre assez souvent, on se donne tous nos avis et tout. Notre objectif à tous, c'était d'évoluer. Moi, là, j'ai refait une demande qui a été acceptée de 3 hectares 20. Là, je vais replanter. Là, j'ai commandé mes plants, j'ai commandé mes marquants. Je vais refaire 3 hectares 20 que je vais replanter au printemps prochain. Après, mon objectif, c'est quand même de faire une grosse diversification, d'en avoir au moins une dizaine d'hectares, quoi. Et puis, aujourd'hui, si vous voulez, le produit qui sort, qui a été vinifié sur la plaine de Versailles,
par rapport à des onologues, il y a M. Thierry Dessauve qui a fait un reportage là-dessus. Il trouve que c'est un nouveau terroir et il pense que ça va être quelque chose un peu d'exceptionnel, enfin exceptionnel entre guillemets, quoi. Donc, ça me rassure dans mon projet et je me dis que il faut y aller tout de suite parce que j'y crois dur comme fer. Il a trouvé que c'était un nouveau terroir, c'est pour ça que on ne fait pas une copie de chez vous. Et puis, donc, je me dis qu'il faut y aller, quoi, par rapport au réchauffement climatique et tout ça. Et mes calculs sont bons. La première vendange est prévue en 2021 ou 2022 2022. 22, d'accord. OK. 2022. Est-ce qu'à terme, vous souhaitez reprendre un peu de commercialisation? Vous souhaitez de valoriser un peu les produits sur votre exploitation ou c'est vraiment quelque chose que vous confiez à des partenaires? Bah, aujourd'hui, si vous voulez, moi, en fait, je suis pas vigneron, je suis viticulteur. Je peux pas transformer, j'y connais rien du tout. Donc, c'est pour ça, c'est ça aussi qui nous a fait le déclic, c'est d'avoir un chiffre d'affaires quand même qui supporte toutes les charges, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de charges. Mais vinifier, on n'y connaît rien. Enfin, moi, personnellement, notre petit groupe qu'on a créé avec notre CUMA, on connaît rien. Donc, on s'est dit que si on va pas monter un chai et puis tout rater, si les bases du jus sont bien. Après, quand je suis abonné à la vigne, je regarde tous les journaux, je suis abonné à des trucs. Quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut faire, c'est pas notre métier, quoi. Donc aujourd'hui, ils nous transforment, ils vont nous faire ils vont vinifier, quoi. Après, on va essayer d'être scindés un peu quand même avec notre vignoble tous ensemble, voir des bouteilles, s'ils arrivent à sortir des trucs un peu mieux chez l'un chez l'autre, faire pas trop d'assemblage, faire un cépage. Donc après, on peut commercialiser ce qui va être produit, mais en fait, eux, ils sont sur la place, si vous voulez. Là, aujourd'hui, ils sont quand même, ils ont vinifié au premier étage de la Tour Eiffel, ils ont fait le vin de la Tour, ils ont mis en bouteille à la Tour, ils sont chez Repère Bacchus, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais ils sont dans tous les lieux, les hauts lieux quand même sur Paris. Et je pense que moi, nous, en tant qu'agriculteurs, on ne sait pas faire. Donc, pour la vente, et c'est vachement important. Après, plus tard, l'avenir nous dira comment on opérera. Mais aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que pour revenir à ce que disait M. Michel Badier, quand il parlait l'ouverture de France Agrimaire qui était du 15 mars au 15 mai, à savoir que nous, on a mis plus de 6 mois avant pour avoir notre CVI. Donc, quand il parlait à 2022, il faut s'y prendre 2 ans à l'avance, en fait. Quand on est, moi, en tant que céréalier, fallait que pour avoir un nouveau cabis, c'était un peu compliqué, hein. Si vous voulez, dans leur tableau Excel, céréaliers et viticulteurs, ça n'existait pas. Donc, il fallait leur amener la preuve. Et puis, et pour avoir le CVI, il faut que le dossier soit complet en amont. Donc, c'est pas que c'était compliqué, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc, il faut vraiment s'y prendre, je vous dis, 2 ans pour être sûr, 2 ans à l'avance. Ça c'est certain. Merci, Monsieur Vallée, pour votre témoignage. Vous allez rester avec nous. Hélène, j'ai vu un certain nombre de questions arriver. Alors, on va essayer de jongler, Michel et moi-même. Notamment, une question, je vais commencer à y répondre sur la rentabilité d'une exploitation viticole. Alors, je vais répondre, ça dépend. Ça dépend. Je vois Jean-Christophe qui complétera. Il y a 3 leviers sur la rentabilité d'une entreprise viticole. Le premier levier, c'est le rendement, qui est quand même important, c'est de faire le rendement. Ensuite, c'est la valorisation.
Ensuite, le troisième levier, c'est la maîtrise des charges. Et Michel l'a dit, la main-d'œuvre représente entre 30 et 40% des coûts, ce qui veut dire que la rentabilité dépend aussi de ses capacités d'encadrement, de management sur l'efficience. Donc, ça, c'est les trois leviers. Et ensuite, tout dépend aussi des circuits de distribution, comment vous valorisez votre produit. Donc, on a à la Chambre d'agriculture un certain nombre de réseaux d'observation que l'on appelle INOSIS. Donc, pour les personnes qui nous ont posé cette question-là, voilà, à la fin de cette présentation, vous verrez nos coordonnées. On pourra répondre, mais je ne parlerai pas d'une viticulture, mais des viticultures avec des rentabilités un peu différentes. Donc, Christophe, je vois que tu veux compléter. Oui, très peu. En fait, Christophe, tu as dit l'essentiel. En fait, la rentabilité va dépendre du produit de vente et je dirais qu'il faut considérer un produit hectare. Mais après, suivant les réseaux de commercialisation, si vous arrivez à vous faire un nom, vous pourrez vendre plus ou moins cher et du coup, la rentabilité sera bien meilleure. C'est vrai que par rapport à l'expérience de Dominique Vallée, je pense qu'un raisin vendu en bout de vigne, à moins, je ne connais pas les conditions avec la vignerie de Paris, mais apportera peut-être un peu moins de rentabilité qu'une transformation avec une commercialisation. Bon, c'est clair que la transformation nécessite des investissements, mais au final, après, avec une certaine surface, je pense que la valorisation peut être au rendez-vous. Et c'est ce que je dirais peut-être dans ma conclusion. Quelquefois, il vaut peut-être mieux en faire moins, mais le faire bien et bien le valoriser. Ça, on s'en rend compte même nous, comme vignerons. Vous avez aujourd'hui des vignerons, alors soit c'est la course à la surface, puis d'autres qui réduisent parce qu'ils se disent finalement, c'est les derniers hectares qui me rapportent le moins. Donc ces hectares-là, on les supprime pour assurer la valorisation sur l'exploitation. Et après, la valorisation, c'est à mettre aussi en face de la main-d'œuvre. Est-ce que s'il y a quelquefois pour 2 hectares de plus, il va falloir une embauche supplémentaire? Donc, il y a plein de choses qu'il faut mettre en parallèle pour être bien sûr de valoriser. Quelquefois, 2 hectares de moins ou 3, finalement, la rentabilité sera meilleure. Merci Jean-Christophe. J'ai cru voir une question aussi sur le coût, alors pas d'utilisation, mais coût de prestation d'un cheval, notamment à la vigne. Alors, on va faire un webinaire. Vous allez avoir ensuite une présentation, mais les dates d'un prochain webinaire où on rentre dans le détail de l'ensemble des coûts et notamment sur le coût d'utilisation d'un cheval. Donc là, malheureusement, on n'a pas les chiffres en tête, mais on va vous les… Ah, ouais, Michel peut. Ici, cheval, donc il y a un prestataire qui intervient sur One, donc il doit tourner autour il doit œuvrer autour des 45 à 50 euros de l'heure. Donc voilà, en sachant que pour faire des façons culturelles sur un hectare de vigne, on considère entre 4 500 euros et 5 000 euros de l'hectare. Donc c'est quand même pas un dollar. Et Hélène, est-ce que tu avais, parce que je n'ai pas vu tout le fil des questions. Une dernière question, plutôt à Monsieur Vallée. Est-ce qu'à un moment, vous chercherez une valorisation vers une appellation spécifique avec la proximité de Versailles pour la vente de votre vin, de vos vins avec vos collègues? Ou est-ce que le schéma d'aujourd'hui va vous convenir pendant plusieurs années encore? Là, aujourd'hui, on va peut-être passer en IGP, c'est dans les tuyaux, quoi. Bon, on en attente, en attente de la Commission européenne pour être en IGP. Quel IGP? C'est dans un indiscrétion? Île-de-France. Île-de-France. Bon, nous, à savoir, on a une interdiction de faire des vins pétillants. Parce que comme l'Île-de-France, avec la partie Seine-et-Marne, ça touche à la Champagne. Donc là, c'est sur notre demande de CVI, fallait bien marquer hors production. Si on marquait pas ça, les douanes, ils n'étaient pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'ils ont les Champenois ont un gros pouvoir. C'est ce que je sais pas après, mais on n'a pas le droit de faire de vin pétillant.
interdit. Jean-Christophe, je vous laisse, il est déjà 19 h, le temps passe vite. Le mot de la conclusion et puis je terminerai par quelques remerciements. Très bien. Tout d'abord, j'espère que cette présentation à distance du métier de vigneron vous a apporté les bons éléments pour nourrir votre réflexion sur votre projet. Alors, je pense que cette présentation n'était certainement pas exhaustive, mais c'était un peu volontaire. Et l'idée, c'était de vous aider à mûrir votre projet. Et pour aller plus loin dans cette démarche, je pense qu'il serait judicieux de vous rapprocher de vignerons expérimentés, mais aussi de néo-vignerons, comme le partage d'expérience qu'on a eu avec M. Dominique Vallée. Et petite anecdote sur le vignoble d'Île-de-France, il faut savoir qu'au XIXe siècle, c'était le vignoble le plus important de France. Donc, parce que c'est aussi là qu'il y avait la population qui était là pour le consommer. Et puis, ouais, excusez-moi, en fait, mes ancêtres, sur mon exploitation, ils étaient vignerons de 1704 à 1907. Oui, non, mais c'est exactement ça. Donc, c'est l'urbanisation qui a chassé les vignes après. Mais... Ouais, sur mon arbre généalogique, alors c'est curieux, je retourne à la source. Voilà. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Il n'y a pas de souci. Alors, comme je l'ai dit, devenir vigneron, c'est comme tout autre métier agricole, c'est surtout très engageant. À la différence près que la vigne est une plante pérenne, donc il ne faut pas se tromper sur le montage de projet. Vous avez pu constater aussi qu'il y a des enjeux très importants dans un projet d'installation viticole, la localisation, les investissements, le produit, la commercialisation. Et il faut aussi le réfléchir et le concevoir dans un contexte de consommation du vin en diminution constante. Ça, c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais la consommation de vin avait atteint un plateau, s'était stabilisé, et là, on est à nouveau dans un début de diminution, mais qui concerne pour l'instant surtout les vins rouges. Les vins blancs, les vins rosés et les vins à bulles sont plutôt dans une phase de progression. Mais à mon avis, pour des projets ambitieux et originaux, il y a encore des horizons à exploiter. Et comme Michel l'a évoqué, je pense qu'avant de se lancer, il est quand même indispensable, par la formation et les stages dispensés par les chambres d'agriculture, de se débarrasser de certains fantasmes sur le métier de vigneron. Parce que, voilà, il faut quand même être dans la réalité des choses. Donc, n'hésitez pas à faire des stages pour sentir votre appétence aux travaux de la vigne, car souvent, on voit le métier de vigneron qu'au travers du produit et la partie production n'est pas assez approchée. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter bon courage, car il vous en faudra, ça c'est certain. Mais soyez certain que si le succès est au rendez-vous dans votre projet, vous y trouverez beaucoup de motivation et de satisfaction. Merci Jean-Christophe. Alors, simplement les suites à donner. Je parlais de la présentation du référentiel économique du vigneron. Là, effectivement, on va encore innover puisqu'on va faire une présentation du référentiel économique du vigneron où il y aura donc tous les détails des charges le 15 décembre 2020 et le 13 janvier 2021. Pour ceux qui ont des projets d'installation, création de vignobles, je rappelle le point accueil installation. Et vous trouvez donc les coordonnées de Michel Badi avec les numéros de téléphone et de moi-même, Christophe Geoffroy.